d'art à l'ESAAA, c'est un triple A, hein, l'Université de Nanterre, Grand Ouest et Sciences Politiques à Paris. Elle co-dirige avec Teresa Castro et Clara Schumann le séminaire Genre et culture visuelle à l'EHESS, qui est financé par la Fondation de France. Et elle a notamment publié des articles dans de nombreuses revues telles que Inter, Art Actuel, Multitude, Les Actes du Colloque, Art et Politique, Changer l'art et transformer la société, l'homme et la société. On écoute Géraldine Gombe. Merci. Je vais aujourd'hui me concentrer sur une étude de cas. En fait, je voudrais prolonger la présentation exhaustive et généreuse de Glenn Phillips et éviter les redites. Donc, j'ai modifié un peu ce que j'avais proposé au moment de l'appel à communication, et je voudrais revenir sur cette étrange relation entre Alan Kapro et les féministes artistes de la côte ouest, notamment à Collards. Quand on interroge les collègues et artistes féministes et aussi amis d'Alan Kapro à l'époque, il était évident qu'il y avait une relation complexe, ambiguë entre cet homme charmant mais aussi avec quelques côtés macho, et en même temps son intérêt pour les formes les plus politiques du féminisme, notamment le Consciousness Writing, CR, c'est-à-dire les pratiques politiques de déconstruction de la conscience qui avaient été initiées par le mouvement afro-américain, les Black Panthers, et aussi les féministes ici dans la côte ouest. Pour revenir sur ce cas, pour lequel je n'aimerais pas faire de la théorisation ou de la spéculation, mais vraiment revenir sur ce que les archives nous disent, nous transmettent, j'ai découvert il y a plus de 2 ans maintenant au Getty Research, donc merci le Getty Research, un ensemble d'entretiens de plus de 200 pages datant de 1979 jusqu'à 1983, c'est-à-dire en pleine période de backlash du réactionnisme américain, dans lesquels Alan Kapro revenait avec l'artiste féministe Susan Nesi et l'historienne de l'art féministe, mais aussi spécialiste de la performance, Moira Roth, sur l'intérêt conceptuel, et voire peut-être éthique, d'Alan Kapro en ce qui concerne les mouvements d'émancipation des femmes, des homosexuels et des Afro-Américains. Donc l'ensemble de ma communication va se concentrer pour des questions de temps aussi sur ces entretiens et effectivement les dynamiques esthétiques et éthiques qui se tissent entre cet homme qui n'est pas féministe et qui pourtant a une admiration intellectuelle et artistique pour ce mouvement politique. Dans le cadre d'entretiens inédits avec l'artiste Susan Nesi et l'historienne d'art Moira Roth, Alan Kapro détaille avec précision les raisons de son intérêt pour le Feminist Art Program, découvert à l'école d'art Collards, fondée par Disney, et rassemblant à Los Angeles les artistes et les théoriciens les plus expérimentaux, pour ne pas dire les plus radicaux. Il y commente dans ses entretiens l'influence de ce programme sur son travail et son enseignement à partir de son arrivée au Collards en 70. Cette rencontre entre une pédagogie alternative de la côte ouest, nourrie par les événements politiques de la fin des années 60, et l'auteur d'une pensée pionnière de la performance élaborée depuis la côte est, étonne. Comment Alan Kapro a pu-t-il maintenir une position artistique et intellectuelle qui se voulait d'une certaine manière apolitique, tout en s'inspirant des principes les plus radicaux du féminisme? Peu de temps avant son arrivée à Los Angeles, au cœur des troubles sociopolitiques de mai 69 à Bay Area en Californie, Kapro avait lui-même fait l'expérience d'un programme éducatif conçu à partir de sa pratique du happening, le projet Overways. Après de nombreux courriers sans succès au président de l'université de Stony Brook, côte Est, où Kapro enseignait à l'époque, le projet Overways a trouvé un écho favorable et enthousiaste auprès d'Herbert Kohl, philosophe en sciences éducatives, marxiste et activiste dans les mouvements révolutionnaires des universités de Bay Area. À la fin de l'année 69, le projet Overways a été
en place au cœur des réseaux des écoles primaires à Berkeley. À ce moment-là, Berkeley était devenu le théâtre d'un bouleversement social considérable. Durant la seconde moitié de mai 69, les forces armées occupaient la ville sur l'ordre du gouverneur Reagan afin de contrôler les manifestations et de les faire disparaître de l'espace public. Capro ne pouvait s'extraire de ce contexte politique et personnel selon le slogan politique de l'époque. Je cite Capro. « Personne ne pouvait ignorer les larmes qui coulaient à l'issue des lancers de gaz lacrymogènes et nos expérimentations approchaient parfois les frontières du social », écrit-il dans un livre Mapping the Terrain édité par Suzanne Lucie. Le projet Overways a pris la forme d'une agence rassemblant les compétences et les volontés du personnel administratif, des enseignants et de leurs élèves, tout en les faisant collaborer avec de jeunes poètes, conteurs, sculpteurs, architectes, photographes, artistes et même des athlètes. Cette étape confirme pour l'artiste la possibilité de transposer le happening dans des formes de pédagogie différentes. Overways a favorisé contre toute attente un terrain de rencontre entre Alan Capro et l'artiste féministe Judy Chicago, enseignant tous les deux la performance au Cole Arts à partir de 1979. Judy Chicago est donc la fondatrice du Feminist Art Programme en 1969 à Fresno, et elle sera ensuite rejointe par l'artiste Miriam Shapiro. J'en profite pour vous montrer une performance Cinderella de 1979 de l'artiste Suzanne Lucie, et j'en profite aussi pour vous montrer les magnifiques publications du projet pédagogique Overways qui ont été faits à l'initiative d'Alan Capro, notamment sur l'enseignement auprès des enfants afro-américains. Et voici Judy Chicago et Miriam Shapiro ensemble sur un projet pédagogique féministe, la Women House. Ce dernier, donc, Alan Capro, a découvert avec stupéfaction la force participative des Consciousness Rising déplacée par Judy Chicago vers la pratique de la performance. Ce rapprochement singulier entre, d'une part, un artiste imprégné par l'apolitisme relatif aux années McCarthy, et je vous renvoie à la très belle thèse de Jeff Kelly dans l'ouvrage consacré à Alan Capro, Child's Play, et d'autre part, un groupe d'enseignantes et d'étudiantes en art féministe radical a bouleversé dans un premier temps la conception et la pratique de l'art de Capro, et par la suite a considérablement influencé un certain nombre d'artistes féministes. Jeff Kelly estime que ce sont les sessions de Consciousness Rising qui caractérisent sans doute le mieux la performance féministe et son enseignement. L'expression Consciousness Rising a été utilisée pour la première fois en 1967 par Cathy Sarachid. La terminologie a été ensuite reprise par un groupe new-yorkais de féministes radicales, les Red Stockings, littéralement les bas rouges. Selon Cathy Sarachid et les Red Stockings, le Consciousness Rising représentait une arme féministe. Le potentiel radical et subversif de cette approche reposait dès lors sur la légitimité de rassemblements uniquement constitués de femmes. À partir de cet impératif d'une politique des 100 parts, le Consciousness Rising désignait un espace privilégié où étaient relevées les expériences récits jusqu'alors inaudibles. Capro s'est particulièrement intéressé au Consciousness Rising. Par exemple, la vidéo de Lloyd Amroll, le mari de Judy Chicago, dans lequel on voit ce groupe d'hommes faire un Consciousness Rising, est précisément dans les archives d'Alan Capro. Donc Capro s'est particulièrement intéressé au Consciousness Rising à l'issue d'un workshop partagé avec Judy Chicago et ses étudiantes en 1972. Lors d'une séance menée par Capro, l'étudiante puis artiste et féministe Faith Walding l'a brutalement interrompue pour lui reprocher sa conception désexuée et dégenrée des activités quotidiennes transposées dans sa pratique du happening. Si pour Capro, une action aussi courante que passer la serpillière, embrasser l'art et la vie, pour Faith Walding, elle incarnait une activité domestique concernant une grande partie des femmes et symbolisant par là même un acte d'oppression. De vives discussions avaient suivi le workshop et Capro s'était lui-même surpris à redevenir un participant actif à ses propres propositions. Rétrospectivement, Alan Capro considère cette discussion comme un événement majeur qui a pendant de longues années marqué son travail. En 1983, lors d'un entretien avec Suzanne Lucie, il dit « En gros,
Cela m'a conduit à réexaminer ce que je n'avais jamais envisagé comme des rôles sexuels. La part que je jouais dans ces rôles et comment alors je reliais cette prise de conscience à ma propre vie, mais aussi aux femmes de mon entourage. Et à travers ce type de changement, le plus souvent aussi lent que douloureux, les performances que j'ai faites par la suite se sont remarquablement transformées. Dans ce cadre d'expérimentation, Alan Kapro a réalisé que les participants pouvaient discuter ensemble de leurs propres expériences autant que des implications sociales et politiques de ces dernières. Soudainement, il a entreaperçu les moyens de contourner certains effets qu'il jugeait malencontreux liés à la popularité de ces happenings. Depuis plusieurs années, la propagation des anecdotes rapportées par les participants au happening et intensifiée par la célébrité de son travail avait contribué à une certaine mythification de son œuvre et généré dans le monde de l'art new-yorkais une rumeur contre-culturelle devenue encombrante pour l'artiste. Pendant les années 60, Kapro a eu l'impression que cette rumeur prenait le pas sur son travail d'expérimentation et devenait en soi un médium. Ce qu'il avait initialement considéré comme un simple bavardage autour de son travail avait fini par occasionner une aura d'affirmie, dit-il, autour des happenings et réduisait par là même leur portée humaine, je cite encore Kapro. Le dispositif du Consciousness Rising, pratique phare du Women's Liberation, expérimenté dans un contexte pédagogique mené par Judy Chicago et Myriam Shapiro, lui apparaissait désormais comme une véritable plateforme pour ses recherches à venir. Grâce au Consciousness Rising, les narrations autour de la tâche domestique se transformaient progressivement en tâches performatives. Cet intérêt du Feminist Art Programme pour les tâches comme processus performatif convergeait au même moment vers les orientations pédagogiques et expérimentales d'Alan Kapro, nouvellement arrivé sur le campus du Collards. Pour un de ses premiers pédagogiques, Publicity en 1970, Kapro a emmené avec lui plusieurs étudiants et collègues, dont Nan June Peck, dans le désert rocheux de Velasquez Rock, au nord de Los Angeles, un site célèbre pour ses nombreux tournages de films commerciaux et hollywoodiens. Donc là, je vous montre les œuvres de Myriam Shapiro, Judy Chicago, une photo extraite d'une réunion de Consciousness Rising, une session de Consciousness Rising chez les Red Stockings. Donc, plusieurs archives photographiques de cette performance pédagogique Publicity. Une fois sur place, les étudiants ont reçu les consignes de former des équipes de travail, de sélectionner des morceaux de bois, de choisir un lieu et de concevoir librement des structures en bois. Ces équipes étaient filmées par des caméras portatives, la fameuse porte-à-pack de Sony achetée en grand nombre par Alan Kapro pour Collards, qui diffusaient en léger différé leurs actions via des moniteurs. L'intention pédagogique sous-jacente d'Alan Kapro, mêlant activités collaboratives et nouvelles technologies, était d'observer l'incidence de ces images sur les dynamiques interrelationnelles d'un collectif en train d'œuvrer. Les modifications, par exemple, de leadership au sein du groupe. Les nouvelles idées initiant d'autres constructions, induisant à leur tour de nouveaux enregistrements. L'apparente gratuité de ce travail consistait à rassembler des branches mortes et à formaliser des structures, n'était pas sans relation avec le contexte politique et social de la fin des années 60 et du début des années 70. En effet, selon Jeff Kelly, Alan Kapro avait été frappé par une certaine connivence entre les interventions dans l'espace public et leur couverture médiatique. Les protestations contre la guerre du Vietnam avaient favorisé un entrelac complexe et jusqu'alors inédit entre les événements publics d'ordre contestataire et leur diffusion médiatique. Les caméras de télévision ne suivaient pas seulement les démonstrations publiques, mais interagissaient avec elles en les aidant à se déclencher et à se démultiplier. Ces technologies de masse, médias, influençaient le parcours des marches, le choix des slogans et la nature des actes de désobéissance civile. Au contact de cet environnement social et politique de la côte ouest et des propositions pédagogiques alternatives marxistes et féministes,
les happenings de Capro s'éloignaient de protocoles ouverts au hasard. Leur forme s'apparentait de moins en moins au théâtre et était moins loufoque, écrit Jeff Kelly. Jeff Kelly relève que les happenings de Capro n'étaient plus des événements auxquels un grand nombre de spectateurs étaient invités à participer, mais des activités plus intimistes, élaborées à partir de tâches expérimentales par quelques volontaires. En choisissant ce dispositif inédit entre activités performées et nouvelles technologies, Alan Capro a donné aux étudiants participant à Publicity les moyens d'expérimenter, d'échanger, puis de théoriser individuellement et collectivement la question de la réception des actions des happenings. L'intérêt d'Alan Capro pour les nouvelles technologies ne résidait donc pas dans la restitution des sources premières produisant une source d'activité live, puisqu'il souhaitait préserver l'expérimentation du happening d'une certaine mystification et surtout empêcher sa propagation par la rumeur. Il percevait alors dans ces nouvelles technologies la possibilité d'une retranscription en images et en son d'un work in progress. Ces enregistrements dématérialisés et peu différés avaient pour vocation de rendre compte d'une activité participative à celles et à ceux qui y contribuaient. Par cet usage originel des nouvelles technologies, dans le contexte de l'art et plus particulièrement celui éphémère de l'action instantanée, Alan Capro a anticipé et donc recoupé par la suite l'une des expérimentations de l'activité performée importante dans les sessions de Consciousness Rising mises en œuvre par le Feminist Art Programme, à savoir la prise en compte pratique et théorique, principalement orale, par les participants de la réception d'une tâche révolue. Cette appropriation de la pratique féministe du Consciousness Rising par l'artiste bouddhiste zen correspondait au même moment, dans son parcours d'artiste et de pédagogue, à une configuration inédite entre activité œuvrée et nouvelles technologies. La rencontre que d'aucuns pourraient qualifier de troisième type entre les artistes féministes enseignant au Collarts et Alan Capro ne relève pas du seul hasard de la concomitance d'une présence commune au Collarts au début des années 70 et ne peut se résumer sommairement à une concession impérative aux enjeux utopiques comme l'écrit Jeff Kelly. En effet, l'existence de longues retranscriptions d'entretiens non publiés entre Suzanne Messi, Maura Roth et Alan Capro attestent de l'importance de cet événement qui ne se clôt pas avec la seule parenthèse enchantée, source d'alternative du Collarts 173. Au contraire, ce frottement inattendu entre deux pratiques et pensées de la performance a perduré dans le temps. Avec le Feminist Art Programme, Judy Chicago a ainsi inventé l'une des premières pédagogies de l'empowerment dans un cursus d'art. Celle-ci a contribué à une déconstruction critique des récits dominants à l'œuvre dans la fabrication de l'histoire de l'art, apportant une lecture démystifiée du génie artistique. Dans le prolongement de ses premiers pas vers une pensée féministe, éthique, des configurations participatives de la performance sans précédent et des expérimentations inédites sur la réception par le participant ont été créées. Cette pédagogie novatrice, féministe et marxiste, a croisé les expérimentations d'Alan Capro qui se portaient de plus en plus vers une praxis éthique de l'homme artiste. Alan Capro a néanmoins envisagé cette praxis éthique de l'artiste, dégagée à son tour du mythe romantique du génie artistique, non comme un laboratoire de transformation de la conscience du public, mais comme un catalyseur de transformation pour les artistes eux-mêmes. Ce n'est pas la transformation de la conscience publique qui nous intéresse, écrit Capro, mais notre propre transformation en tant qu'artiste, qui est aussi importante. Je vous remercie. Merci beaucoup.